Bon, il faut que je vous dise quelque chose. Il y a un truc qui me dérange depuis 3 jours. Peut-être que vous l'avez remarqué, mais il y a comme un truc dans le bide là. Vous savez, ce sentiment bizarre que vous avez quand vous quittez l'appartement le matin et que vous êtes persuadé d'avoir oublié une plaque allumée, le four allumé, une bougie, peu importe. Sauf que là, la plaque allumée, c'est le marché mondial. Le 30 ans américain a touché 5,19 hier soir. C'est un niveau qu'on n'avait plus vu depuis juillet 2007. Oui, juillet 2007, cette époque-là où Lehman Brothers existait encore, où l'iPhone venait de sortir et personne savait ce que c'était un subprime et je pensais que bosser dans une banque, c'était la vraie vie. Et pendant que les taux longs sont en train de flamber comme un bidon d'essence, pendant que le détroit d'Ormuz est fermé depuis 3 mois, pendant que Trump joue à risque avec l'Iran, avec des vrais barils de pétrole, du C4, de la nitro et des allumettes mouillées, le Nasdaq est à 3% de son plus haut historique. Quelqu'un peut-il m'expliquer ? Non, bien sûr, personne ne va m'expliquer parce que personne ne va prendre le risque de m'expliquer parce que tout le monde attend la même chose ce soir. Une publication trimestrielle, une seule entreprise et l'humeur de toute la planète qui en dépend. Alors je vous avoue, j'en ai marre d'être le bear in the room. Peut-être que ça veut dire que c'est le top. Peut-être que j'en ai juste marre d'être bear. Et pourtant, je suis là pour vous raconter, pour vous conter une journée historique. Historique pas parce qu'il va se passer quelque chose, mais historique parce qu'on est en train de vivre un de ces moments où le marché ferme les yeux très très fort et qu'on saura dans 10 ans si c'était de la lucidité ou alors de l'inconscience pure. Alors aujourd'hui, on va parler de 4 trucs. Du marché obligataire qui est en train de hurler, du pétrole qui ne descend pas, de Trump qui pédale dans la semoule et bien sûr de Jensen Huang qui ce soir va soit marcher sur l'eau, soit glisser sur la savonnette de la guidance. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillat et nous sommes le 20 mai 2026, Nvidia minus 12 heures. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Bon, le premier truc à comprendre, à bien comprendre, et je veux que vous l'ayez bien en tête aujourd'hui parce que c'est la base de tout ce qui va suivre. Sur les 100 dernières années, 100 ans de Wall Street, 100 ans de cycle de bulles, de crash et de mecs qui sautent par la fenêtre à n'importe quelle époque, l'ambiance qu'on vit en ce moment, normalement, aurait dû nous péter à la gueule. Et là, je vois déjà les commentaires arriver. Oui, mais Thomas, cette fois c'est différent, c'est de l'intelligence artificielle, c'est une révolution, donc c'est pas pareil. Non, ne me dites pas ça. Sérieusement, ne me dites pas ça, sinon je vais finir par mordre quelqu'un en direct. Parce que regardez tout simplement le tableau. Les taux longs qui flambent, une guerre au Moyen-Orient, le détroit d'Ormuz bloqué depuis fin février, l'inflation qui réaccélère depuis 2-3 mois, le pétrole à plus de 100 dollars qui réalimente, la même inflation qui réalimente les taux, qui réalimente la part, une espèce de boucle infernale façon machine à laver, coincée en cycle essorage. Dans n'importe quel manuel d'histoire financière, le S&P se serait pris une claque monumentale, tarif standard au moins 10%, service compris. Mais au lieu de ça, le Nasdaq 100 est en hausse de 75% depuis Liberation Day, 75%. Et même après 3 jours de baisse, on est encore à 3% du record absolu de tous les temps. Je ne sais pas si vous voyez bien le grand écart. D'un côté, vous avez le marché obligataire, le mec sérieux, le comptable, celui qui a passé 30 ans à regarder les vraies courbes, qui est en train de vous expliquer que plus rien ne fonctionne, que plus rien ne va. Et de l'autre côté, vous avez les actions tech qui font la fête comme si on était en 1999 et qu'on venait juste de découvrir Internet et les modems ADSL. C'est exactement la même scène que dans le film Titanic. L'orchestre est en train de jouer, les gens sont en train de danser, il y a du champagne, sauf que dans la salle des machines, ça commence à prendre l'eau jusqu'aux cuisses, voire même un peu plus haut. Et personne n'a envie de descendre dans la salle des machines. Personne ne veut descendre en bas. Donc, parlons de l'obligataire. Parce que ça fait 3 jours que j'en parle. Et j'ai conscience, oh oui, j'ai conscience que je me répète, j'ai conscience que je vous gonfle, mais je vais continuer à me répéter jusqu'à que quelqu'un m'entende. Non, parce que l'obligataire, c'est sérieux. C'est le genre de sérieux où les vieux traders sortent leurs notes manuscrites qu'ils ont fait en 1987. Le 30 ans américain à 5,19 au plus haut depuis la crise des subprimes. Le 10 ans hier était à 4,69 au plus haut depuis janvier 2025. Et le pire, accrochez-vous, c'est que la hausse de mardi n'a même pas été déclenchée par le pétrole. Le pétrole, lui, il baissait encore un petit peu hier, mais il baissait quand même.
Non, c'est ce que j'appelle la nervosité froide. Quand le marché commence à se demander tranquillement, sans bruit, sans drama, ouais mais en fait, combien je veux vraiment être payé pour prêter de l'argent à un gouvernement qui empile 1950 milliards de déficit cette année et qui se dirige vers 2000 milliards en 2027 et qui aura une dette de 40 000 milliards au mois d'août? Bonne question. Et là, je sens que vous vous dites, bon Thomas, c'est moche, d'accord, mais c'est un problème américain. Non, non, c'est pas un problème américain, c'est un problème mondial. Le Bund à 10 ans est à 3,20, au plus haut depuis 2011, le Gilt britannique à 30 ans est presque à 6%, le 30 ans français est à 3,83, et le clou du spectacle, le truc qui me file vraiment la trouille, c'est les 40 ans japonais. 4,42, nouveau record absolu, le 10 ans nippon est à 2,81, plus haut depuis 29 ans. 29 ans! Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez ce que je vais dire. Si le Japon doit vendre des trésoreries américains pour soutenir sa propre courbe des taux, parce que la Banque du Japon est en train de découvrir à ses dépens l'effet déconstruction de carry trade, alors le 10 ans américain peut très très vite tester les 5%, parce qu'il n'y aura plus d'acheteurs. Et là, mes amis, je ne parle plus de choc obligataire. On parle carrément de tremblement de terre comptable. Et je vais vous donner un chiffre, un seul, et je veux que vous le notiez dans un coin. Le Bank of America Fund Manager Survey du mois de mai, c'est l'enquête où tous les gérants institutionnels du monde répondent chaque mois, eh ben il vient de sortir. Et on y apprend que 62% des gérants mondiaux anticipent un 30 ans américain à 6%. 6% sur une échéance américaine. Vous comprenez ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire simplement que la moitié des mecs qui gèrent des milliards et des milliards et des milliards de dollars, qui rentrent chez eux le soir, qui embrassent leurs femmes, qui mangent leur soupe, eh bien, eux, dans le secret de leur tête, ils pensent que le système est en train de craquer. Les experts aujourd'hui disent une phrase qui est absolument fantastique. Ils disent « ce n'est pas un crash, c'est une lente strangulation ». C'est comme un boa constrictor qui tient sa proie dans ses anneaux et qui serre toujours un peu plus et à chaque cran et qui jamais ne desserre sa prise. Regardez la liste des forces qui sont en train de nous serrer à la gorge. Les déficits budgétaires occidentaux qui s'envolent et qui ne se réduiront pas parce qu'aucun courage politique, nulle part, nada, il n'y a rien qui existe de ce côté-là. La dette publique qui dépasse 100% du PIB dans tous les grands pays développés, la démondialisation qui rend l'inflation structurellement plus élevée qu'avant 2020, la transition énergétique qui coûte une fortune, le vieillissement démographique qui ruine les comptes publics et désormais, cerise sur le gâteau, les dépenses militaires qui repartent à la hausse un peu partout, quasiment sans exception. Aucune de ces forces n'est cyclique. Aucune ne va s'inverser dans 2 ans. C'est la peur invisible du moment. Alors peur invisible peut-être, mais croyez-moi, c'est qu'on respire quand même un tout petit peu moins bien chaque jour qui passe. Et pendant ce temps-là, à la fête, Kevin Warsh prête serment vendredi à la Maison-Blanche. Il débarque dans ce magnifique bordel avec la mission impossible d'avoir l'air indépendant tout en évitant de se faire allumer par Trump tous les matins sur Truth Social. Et Trump a déclaré hier, je cite, qu'il allait laisser Warsh faire ce qu'il veut. C'est hyper rassurant, au moins ça. Ouais, sauf qu'on connaît tous Trump, hein. Champion du monde toute catégorie de tournage de veste, médaillé olympique de la promesse jetable. Vendredi, il dit blanc, lundi, il dit noir. Et il vous regarde droit dans les yeux en vous expliquant qu'il a toujours dit la même chose. Bref, le marché priçait 2 baisses de taux en début d'année. Aujourd'hui, les swaps assignent 60% de probabilité à une hausse d'ici le mois de décembre. Le grand écart psychologique en 5 mois. Bon, maintenant parlons de l'Iran, parce qu'il faut bien parler de l'Iran. Cette histoire est devenue tellement répétitive qu'on a l'impression de se taper un gif en boucle sur Twitter. Je vais donc vous expliquer le principe de ce qui se passe en Iran en ce moment. Étape 1, Trump menace l'Iran, le pétrole monte. Étape 2, Trump dit qu'il va frapper, le pétrole monte encore. Étape 3, Trump dit qu'il a annulé une frappe à la dernière minute, à la demande du Qatar, de l'Arabie Saoudite ou de son chien. Le pétrole baisse. Étape 4, Trump dit qu'il pourrait quand même frapper, le pétrole remonte. Étape 5, Trump dit qu'il attend 2 ou 3 jours, peut-être vendredi, peut-être samedi, peut-être dimanche. Normalement, c'est le tweet du dimanche soir. On en est à l'épisode 47 de la même série Netflix, sauf que la série est nulle, le scénariste est bourré et l'acteur principal ne connaît pas son texte. Mais le truc intéressant, c'est que cette diarrhée verbale tout droit sortie du cerveau présidentiel, autrefois, elle avait un impact massif sur le marché. Aujourd'hui, l'impact diminue de jour en jour, le marché commence à comprendre le concept du taco et Trump finit toujours par se dégonfler. Et donc, le pétrole bouge de moins en moins à chaque tweet. Sauf qu'il est toujours au-dessus de $100, que le détroit d'Ormuz reste fermé depuis fin février, seulement une 50aine de navires ont transité la semaine dernière contre des centaines en temps normal. Le Brent reste planté au-dessus des $111,
et le WTI est à 104. Et le temps commence sérieusement à envisager de déployer des navires pour escorter les tankers si rien ne bouge avant juillet. Et alors politiquement, le Sénat américain, pourtant républicain, a voté à 50 contre 47 pour avancer sur une résolution qui exige la fin des hostilités. 4 sénateurs républicains ont lâché Trump. 64% des Américains disent que cette guerre était une connerie. Et le gallon d'essence est à 4,53 en moyenne nationale, au plus haut depuis presque 4 ans, à 6 mois des midterms. Ça commence à grincer très très fort dans la base MAGA. Bon, maintenant on en arrive au plat de résistance. Parce que tout ce que je viens de vous raconter pendant quasiment 12 minutes, les taux, l'Iran, l'inflation, Trump, Warsh, le déficit, le Japon, tout ça, ce soir à 22h heure suisse, pof, ça compte plus. Ce soir, c'est Nvidia. Ouais, il faut bien comprendre une chose, c'est plus une publication de résultats. Non, c'est devenu un référendum mondial. Un référendum sur l'IA, sur les big tech, sur les hyperscalers, sur le capex démentiel et accessoirement sur la santé mentale du Nasdaq. Jensen Huang n'est plus un PDG, c'est devenu une figure quasi religieuse et il est en train de devenir la réincarnation de Jésus revenu sur Terre pour prouver que Dieu n'est pas forcément blanc avec une grande barbe, mais qu'il peut aussi avoir un père taïwano-américain avec une veste en cuir noir. Et ses sermons trimestriels rythment désormais la liturgie boursière mondiale. Goldman Sachs nous rappelait hier que Nvidia représente 20% de la performance du S&P 500 cette année. 20%! Une seule boîte et à peu près autant de sa croissance bénéficiaire. Une entreprise, tient sur ses épaules 1/5 de la performance de la plus grosse bourse mondiale. Et le marché des options ce soir, lui, il presse un mouvement de plus ou moins 6 à 7% dans un sens ou dans l'autre, soit environ 350 milliards de dollars de capitalisation susceptibles de bouger en une nuit. L'équivalent du PIB de la Finlande en une nuit sur une seule publication. Ça fout les jetons, non ? Bon, je vais quand même vous mettre un bémol, parce que le trimestre dernier, les traders d'options nous avaient fait exactement le même sketch. « Oh, attention, ça va bouger très fort !» en agitant les mains au-dessus de la tête. Et puis au final, il s'est rien passé. Que dalle! Donc on verra. Niveau attente, on parie sur un chiffre d'affaires autour de 79 milliards, un EPS proche de 1,75 $, mais ça, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la guidance pour le prochain trimestre, quelque part entre 87 et 90 milliards. Au-dessus de 92, le Nasdaq part en orbite, on allume les lumières, on rappelle le DJ et on commande le champagne. En dessous de 87, c'est 2 claques et au lit. Et surtout, les mots de Jensen vont être importants. Tout le monde va scruter chaque syllabe sur Blackwell. S'il dit « Strong demand, supply constraint, accelerating deployment », on est sauvé pour au moins 3 mois. S'il dit « Transition, normalization » ou pire encore, « Temporary softness », alors là, on ira se coucher en PLS en espérant un miracle pendant la nuit. Mais il y a un truc qu'il faut absolument que vous compreniez. Et c'est peut-être le plus pervers de toute l'histoire. Nvidia, aujourd'hui, souffre désormais d'un syndrome qu'on appelle le parfait obligatoire. Sur les 13 dernières publications de Nvidia, la performance médiane du titre entre l'ouverture et la clôture du lendemain est de moins 2,2%. Oui, moins 2,2%. Nvidia bat les attentes systématiquement depuis des mois et des mois. C'est devenu aussi certain que la mort et les impôts, plus régulier qu'un train suisse, et le titre baisse quand même, plus d'une fois sur 2. Pourquoi ? Parce que les chiffres sont déjà dans les prix, parce qu'on savait, parce que pour battre les attentes, aujourd'hui, il ne faut plus battre les attentes, il faut les pulvériser, il faut humilier les analystes et écraser le consensus avec mépris. Sinon, ça ne suffira jamais. Et puis alors, il y aura le sujet Chine, bien sûr. Pékin a décidé de se passer des GPU H200 de Nvidia, officiellement, et mise donc désormais sur une architecture maison, Huawei, qui est présentée avec un sérieux digne d'un porte-parole nord-coréen, comme aussi performante et bien moins coûteuse. Alors, est-ce que techniquement c'est vrai ? Alors, j'en ai aucune idée, mais ça n'a pas d'importance. Pas d'importance parce que, narrativement parlant, ça suffit à fissurer un tout petit peu l'idée d'un monopole Nvidia éternel. Et sur les marchés, vous savez, c'est pas la vérité qui compte, c'est l'histoire qu'on raconte autour. Et puis alors, il y a bien sûr le sujet plus large, tout le secteur semi-conducteur commence à transpirer un petit peu. Le SOX a quand même perdu 9,8% depuis une semaine, Intel a lâché 15% sur la même période, Micron aussi, et en 3 séances, et Bank of America estime que 75% des gérants considèrent le long global semi-conducteur comme le trade le plus crowded du marché. Tout le monde fait la même chose. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que 75% des gens qui savent sont du même côté du bateau. Et quand tout le monde est sur le même côté du bateau, il suffit d'une petite vague pour que tout le monde finisse à la flotte en même temps.
On sort donc de 3 jours de baisse, les taux se tendent comme une corde de violoncelle prête à claquer, le pétrole ne descend pas, le président américain joue à risque avec l'Iran, le Sénat se rebat, le nouveau patron de la Fed prend ses fonctions avec une patate brûlante dans chaque main, et une seule entreprise doit convaincre la planète entière que tout va bien. Si Nvidia délivre ce soir, on repart pour un tour, le Nasdaq rebondira, les ETF intelligence artificielle s'embraseront, les analystes ressortiront leur price target sous psychotrope, objectif $250 minimum, conviction 9 sur 10, et tout le monde fera semblant d'oublier que le 30 ans est à 5,19. Si Nvidia déçoit, même un peu, même sur la guidance, même sur un seul mot mal choisi de Jensen, alors le marché pourrait découvrir brutalement qu'il dansait depuis des mois au bord d'un précipice particulièrement profond et qu'il n'avait pas trop pris le temps de regarder en bas. Petit bonus, ce matin, Samsung n'a pas trouvé d'accord avec ses salariés qui se sont mis en grève. L'Asie est dans le rouge, bien sûr, et Samsung perd 3%, le Kospi 2%, le Nikkei 1,5% et les futurs américains sont en baisse de 0,02%. Autant dire que tout le monde retient son souffle. Ce soir, c'est donc Nvidia, le reste, c'est du folklore. Et moi, je tournerai une vidéo spéciale sur les chiffres de ce soir, vers minuit, qui sera mise en ligne vers 1h du matin, je pense, sur la chaîne Swissquote en français. D'ici là, on attend, avec du café, beaucoup de café. Aujourd'hui, soit Jensen marche sur l'eau, soit Wall Street découvre qu'elle ne sait pas nager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager, de commenter et de revenir dans la nuit pour voir où on en est, parce que ce soir, Morning Bull sera night. Bye bye. Bonne journée à tous et à tout à l'heure. Salut. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.